Salut à tous et bienvenue sur Roommate School. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir la notion de classification, précisément la classification supervisée. La classification est un concept assez important dans le traitement d'imagerie. Elle peut être définie comme étant le fait de regrouper ou bien encore de catégoriser l'ensemble des pixels d'une image en groupe, en catégorie ou bien en classe, qui peut être définie soit par nous les hommes, soit par la machine. C'est ainsi qu'il en ressort deux autres concepts, à savoir la classification supervisée, c'est-à-dire celle dirigée par les hommes, où notre action est assez grande. On peut passer par la définition des classes, la définition des zones d'entraînement et bien d'autres. Et d'un autre côté, la classification non supervisée, où l'action de l'homme est très minime, voire très infime. Elle consistera juste à définir par exemple le nombre de classes qu'on veut et entrer quelques critères. Le reste sera fait par le logiciel. Bon, globalement la classification suit 5 étapes. Ces étapes ne sont pas formelles mais on peut essayer de les identifier de la sorte. La première étape consiste en la définition des classes, en nombre et ou en qualité. Lorsque je dis en nombre et ou en qualité, c'est du style que dans la classification non supervisée, le but est juste de définir le nombre de classes. Le logiciel fera le reste. Or, dans la classification supervisée, le but est de définir le nombre et la qualité. Quand je parle de qualité, c'est du style définir le nombre de classes que je veux, mais également identifier chaque classe, notamment par exemple dire la classe O, la classe Bâti et bien d'autres. C'est vrai que cette nomenclature, c'est nous qui la connaissons. Elle n'influence en rien le traitement du logiciel, mais elle est assez importante. La deuxième étape consiste en la création des training samples. Les training samples ou encore les zones d'entraînement suivant les différentes classes déjà établies. Puis par la suite, on a la création du fichier de signature spectrale. Il faudrait noter que cette étape-ci, dépendant du logiciel et du classifieur choisi, elle est faite par la machine ou bien par nous. Mais généralement, c'est par la machine. Ensuite, comme quatrième étape, on a le choix du classifieur. On a une ribambelle de classifieurs allant du maximum likelihood, le SAM, spectral angle mapper, etc. Donc il est important de connaître leur principe de fonctionnement pour pouvoir choisir le plus efficient selon notre résultat. Et bien sûr, comme dernière étape, pour finir, on a la validation et l'évaluation de notre résultat de classification. Avant de continuer, il faudrait garder en tête que chacune de ces étapes impacte grandement dans le résultat de nos classifications. Que ce soit la définition de nos classes, que ce soit la définition des zones d'entraînement, le choix du classifieur et l'évaluation. Aujourd'hui, nous allons principalement nous attarder sur la classification supervisée, comme on l'a dit dès le départ. Pour faire la classification supervisée, on peut soit utiliser le Classification Workflow, c'est un peu comme une ligne guide de classification, où on peut directement venir dérouler Supervised Classification et choisir notre classification si on la connaît déjà. Il est conseillé de directement utiliser le workflow parce que c'est comme une ligne guide en fait qui retrace les différentes étapes à suivre. Mais si on est aguerri dans une certaine mesure, on connaît directement le classifieur qu'on veut utiliser, on peut directement venir le sélectionner dans la liste. Pour le faire, si c'est par exemple l'image qu'on veut classifier, il est question de parcourir les différentes étapes qu'on a mentionnées précédemment. C'est-à-dire, premièrement, identifier nos classes. Disons que pour un simple exemple, on va grossièrement définir deux classes. La classe eau et la classe végétation. J'ai eu à identifier mes deux classes. Maintenant, je dois créer mes zones d'entraînement concernant ces classes. Pour créer ces zones d'entraînement, c'est par ROI. Comme on a vu tantôt, Region of Interest. Je fais un clic droit. New Region of Interest. Je mets le nom. Disons O. Je viens digitaliser. Donc le but des zones d'entraînement, c'est comme des exemples qui vont être utilisés par le classifieur ou bien par l'algorithme du classifieur pour pouvoir évaluer tous les autres pixels de l'image. C'est-à-dire quoi? Je dis au classifieur que voici ce que j'appelle par exemple O. Je dis que c'est ça que j'appelle O. Maintenant, le logiciel, lui, il va utiliser les pixels qui sont dans cet échantillon pour pouvoir évaluer l'ensemble des pixels et voir ceux
qui va attribuer selon leur ressemblance, bien sûr, selon l'algorithme du classicien, et les attribuer dans la même classe que celui-ci. Je fais comme ça une bonne quinzaine, sachant que je dois m'assurer de prendre tous les éléments caractérisant ma classe. Quand je dis tous les éléments caractérisant ma classe, c'est du style que ceci c'est bien évidemment de l'eau. Mais également, on voit comme ceci c'est un peu comme une rizière et son aspect visuel est elle est différente. Donc il faudrait que je matérialise ceci en disant aussi également que ceci c'est également de l'eau. Je fais comme ça ainsi de suite jusqu'en prenant une bonne quinzaine en fait. Parce qu'il est important de donner suffisamment d'exemples ou bien de zones d'entraînement au logiciel pour faciliter la classification. Dès que c'est bon, je pars créer le suivant. Je mets son nouveau nom. On a dit végétation. Et je le représente encore. C'est juste un exemple. Dès que c'est bon, j'enregistre. Comme on veut, file, save as, ou bien je peux exporter en classique ou en shapefile. Dès que c'est bon, dès qu'on a eu à définir nos classes et représenter les zones d'entraînement irrelatives, on peut venir directement lancer le classifieur selon celui qu'on a choisi. Ok. Nous, on va principalement s'attarder sur la classification workflow qui va retracer toutes ces étapes. Donc, on remove the region of tracing. Ok, on est là. Donc, on lance le classification workflow. Do you want to recite? Non. Ok. Premièrement, j'appelle l'image. On était sur celle-ci. Un spatial subset, un spectral subset. Spatial subset, c'est du style que si je ne veux pas classifier toute mon image, je peux circonscrire la zone que je veux classifier. Spectral subset, si je ne veux pas prendre en compte toutes les 4 bandes de mon image, je peux décider de prendre juste 2 ou 3. Je valide. Donc, je peux mettre à input mask. Je peux appeler un fichier masque, comme son nom l'indique, qui va venir mettre en transparence ou bien cacher ou bien masquer clairement des pixels que je n'aimerais pas prendre en compte lors de mon traitement. Maintenant, on va laisser par défaut. Next. Ici, on doit choisir la méthode de classification. No training data, pas de zone d'entraînement. C'est pour parler de classification non supervisée. Use training data, c'est la classification supervisée. Dans notre cas, c'est celle-ci. Ok, de cette fenêtre-ci, il est question de définir justement nos zones d'entraînement. Comme on l'a dit dès le départ, dans les zones d'entraînement, c'est juste des exemples qui vont être utilisés par le classifieur ou bien l'algorithme pour pouvoir identifier les autres pixels. Donc le but n'est pas de digitaliser tout ce qui représentera nos différentes classes, mais le but est de donner juste des exemples et le logiciel va les utiliser pour pouvoir parcourir l'ensemble de nos pixels. Ok. Pour créer, bon ici on avait 2 classes, donc on va les supprimer et commencer tout dès le départ. Ok, première classe. Quand on parcourt notre image, on peut essayer d'identifier la première classe O. Comme ici en 432, je peux dire aussi végétation. Et supposons que quand il zoome ici, ça ressemble un peu à de l'agglomération. Donc, une petite ville peut-être, bon, petite là c'est relativement, hein. Donc, on veut dire une ville dont l'agglomération est bâtie, donc une 3e classe, disons bâtie. Donc, on a nos 3 classes. Eau, végétation, bâtie. Les 3 classes étant identifiées. Gardez à l'esprit que ceci est un exemple. Vous pouvez définir vos classes de manière plus poussée, plus précise.
Donc, je donne le nom au... Je donne une représentation assez fidèle. On reste avec le bleu. Et je me mets à digitaliser. Je viens sur mon image. Je leur donne mes exemples. Je dis que ça, c'est l'eau. Le petit cercle apparaît. Je double-clique pour fermer. Également, pour avoir de bonnes zones d'entraînement, il faut représenter tout ce qui représente sur l'image ma classe. Donc, comme nous sommes sur l'eau et que ceci ressemble aussi à une rivière, je prends aussi ça. Bien qu'elle n'ait pas la même réponse que ceci. Ceci peut être identifié comme je crois peut-être l'eau de mer et ici l'eau douce. Mais comme moi c'est l'eau, je mets eau. Ciao. Oh. Ok, bon, nous on va juste prendre 2 à 3 éléments pour que la vidéo ne soit pas très longue. Mais il faudrait comprendre que comme c'est une étape qui impacte grandement sur le résultat de notre classification, il est important de prendre du temps pour pouvoir matérialiser nos zones d'entraînement. Ici, il est question de ne pas faire dans l'excès, c'est-à-dire ne pas donner trop peu de zones d'entraînement et extrêmement trop de zones d'entraînement. Donc, ni trop peu, ni trop élevé. On reste dans une moyenne peut-être de 15 éléments, de telle sorte que ça soit suffisant pour permettre au logiciel de faire aisément son processus. Mais bon, nous on va rester à titre illustratif ici à 2. Ensuite, on part à deuxième zone d'entraînement. Notre deuxième classe c'était végétation. Végétation est généralement verte. On vient digitaliser. Vous voulez aussi comprendre que l'un des principes des bonnes zones d'entraînement, c'est prendre au maximum des pixels relativement peu. Quand je parle de pixels relativement peu, c'est quoi? Je ne peux pas décider de catégoriser ma végétation et venir par exemple prendre toutes ces zones-ci, carrément. On voit bien tous ensemble que, ou bien toutes ces zones-ci, on voit bien tous ensemble que toutes ces zones-ci ne représentent pas uniquement la végétation. Ça, c'est parce qu'à vue d'œil, je vois ça. Il faudrait comparer sur d'autres images, même à vue d'œil, on ne pourrait pas savoir. Donc, il est important de pouvoir déterminer les pixels purs qui représentent, caractérisant réellement l'élément considéré. Ne peut pas venir dire que tout ceci, c'est par exemple la végétation. Il y aura confusion entre les différents éléments et le résultat de notre classification sera bien sûr erroné. D'où je prête l'importance à ceci. Mais bon, à titre illustratif, actuellement, disons que ça, c'est la végétation. Je pars encore comme ceci, une quinzaine, essayer de représenter tout ce qui peut paraître végétation. Ensuite, je pars au deuxième. On a du bâti. Les bâtiments sont généralement gris. Je viens digitaliser. Notre agglomération était comme ici. Je peux prendre moi ceci. Ok. Donc, on va rester à ça. Une fois nos classes identifiées, on peut les sauvegarder pour pouvoir l'utiliser plus tard. On passe maintenant au choix, suivant les étapes, au choix du classifieur ou bien de l'algorithme de classification. Algorithme. Ici, lorsqu'on déroule la liste ici. Bon, dans le workflow de classification, on a juste 4 algorithmes de classifieurs ici, ou bien 4 classifieurs, comparé à la liste de Supervised Classification. Ici, il y a une liste assez large. Mais bon, on est sur les cartes ici. Maintenant, le principe de fonctionnement, si on passe sur le maximum likelihood, ici, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est du fait que, en fonction des zones d'entraînement définies, une loi de probabilité de distribution normale est créée pour chaque classe dans chaque bande. Puis, il est calculé la probabilité que pour un pixel donné, ce pixel appartienne à la catégorie définie ou bien à la classe, selon
la loi de distribution normale créée. Maintenant, le pixel pour la classe considérée où il a la plus grande probabilité, c'est dans cette classe qu'il sera assigné. D'où le nom maximum de vraisemblance, selon la probabilité définie. Maintenant, minimum distance. Ici, clairement, c'est une distance euclidienne qui est calculée entre le pixel considéré et la classe considérée. Le pixel sera assigné à la classe dont il est la plus proche. Donc, moi, ma distance est réduite, puis je suppose que c'est de la classe là. Mahalanobis distance, c'est un peu comme une combinaison des deux précédemment mentionnés. Spectral angle mapper. Dans ce cas de figure, c'est un peu comme si un espace n-dimensionnel est créé, n étant le nombre de bandes. Et dans cet espace n-dimensionnel, un angle n-dimensionnel également est mesuré entre la valeur spectrale du pixel considéré et la valeur spectrale de la classe définie par les zones d'entraînement. Plus cette sorte d'angle est petit, plus le pixel sera attribué à la classe considérée. Bon, nous on veut maximum likelihood. Ensuite, on a probability threshold. C'est comme la probabilité seuil. Comme on a dit tantôt, le maximum de vraisemblance intègre une probabilité. Si j'assigne une valeur à single value, ici c'est du style que si la probabilité désignée pour chaque pixel ou bien pour un pixel considéré est inférieure à la valeur mentionnée ici, ce pixel ne sera pas classifié. Idem pour multiple value. Ici, ça sera une valeur pour chaque classe. Mais nous, on veut que chaque pixel de notre image soit classifié, donc on va rester à none. On garde la valeur de maximum distance error et on appuie sur Next. Ok, on voit en arrière-plan le résultat de notre classification. Mais bon, avant d'y arriver, il y a ces dernières fenêtres. Ici, Refine Result. C'est un peu comme un menuisier qui a fini de monter sa chaise. Par la suite, maintenant, il essaie de la polir. Donc, c'est un peu ça. Ici, nous sommes en Enable Smoothing, Enable Aggregation. Bien sûr, ce n'est pas obligatoire, mais c'est pour avoir un meilleur résultat et pour facilement pouvoir exporter nos résultats en d'autres formats. Donc, Enable Smoothing. Ici, c'est une sorte de raffinement qui sera créé. Enable Aggregation. C'est du style que il peut avoir des petites zones. Et on n'aimerait pas les avoir. Ou bien on pourrait considérer comme étant des erreurs. Donc ici, le logiciel va essayer de les concaténer, mais de les former en agrégation. Donc, next, on laisse les valeurs par défaut. Ok. Dernière étape, l'export de notre résultat. On peut l'exporter en fichier NV ou bien en shapefile. Bon, on va rester en fichier NV. On va chercher l'emplacement. On va mettre ici. Presque terminé. Voilà donc le résultat de notre classification. On a ici nos trois classes identifiées. L'eau en bleu, la végétation en vert, bâti en marron. Non, c'est plus du gris. Oui. Donc c'est un peu ça. Par la suite, il y a une dernière étape comme on l'a dit tantôt, c'est-à-dire la validation et l'évaluation de nos résultats. La première évaluation peut être juste à vue d'œil. Essayer d'identifier que est-ce que réellement ce qui est vert là, qui représente la végétation, c'est vraiment ce que j'avais identifié sur mon image. Est-ce que ce qui est bleu, c'est réellement l'eau que j'ai eu à identifier sur mon image. Ensuite, bien sûr, il y a une méthode de validation un peu plus poussée, qu'on verra par la suite dans d'autres vidéos. So, merci beaucoup de nous avoir assisté jusqu'au bout et d'avoir regardé cette vidéo. Je crois qu'elle vous a été grandement utile. Merci une fois de plus et à plus dans les prochaines vidéos.